Un éleveur en difficulté venait d'acheter une jeune femme, jugée trop sauvage pour quiconque, sans savoir qu'elle était née pour chevaucher à ses côtés. Les portes du saloon s'ouvrirent à la volée, et l'air vicié, un mélange de poussière et de sueur, s'épaissit. Des hommes, une chope à la main, s'appuyaient contre les poutres en bois, leur rire ponctué par le sifflement du whisky versé dans des verres ébréchés. À travers la brume de fumée de tabac et la faible lueur des lanternes, ils la virent. Une créature sauvage traînée au milieu de la pièce, une jeune femme aux cheveux emmêlés, au regard féroce, le menton levé comme pour défier le monde de la briser. Il l'appelait Tessa. Elle devait avoir 22 ans. Ses mains étaient liées dans son dos par une corde rêche, mais sa posture restait droite, provocante. Elle portait une robe de travail délavée et des bottes usées, la crasse incrustée à ses poignets. Ses yeux, pourtant, brillaient, pleins de tempête et de feu. Hank McCord, vieux et bouffi, grimpa sur une table et la pointa d'un doigt tremblant. Son ventre à bière proéminent, le visage rougi par l'alcool et l'orgueil, il hurla, sa voix se brisant dans le vacarme. Celle-ci ne sait ni cuisiner ni baisser la tête. Sa langue coupe mieux qu'une lame. Elle m'a défié devant mes hommes. Si quelqu'un veut essayer de la dompter, allez-y. Je la vends pour une bouchée de pain. Elle ne vaut pas $1 pour un homme qui sait apprendre à une femme sa place. Le saloon éclata de rire. Un forgeron costaud but une longue gorgée de sa bière, reposa lourdement son verre et beugla. Une jument sauvage, celle-là. Qui oserait la monter? La poitrine de Tessa se souleva, mais elle ne sia pas. Elle fixa Hank, et sa voix résonna, stable et claire. C'est vous qui ne pouvez rien apprendre à personne, et encore moins à vous-même. Les mots claquèrent comme un fouet. Hank, furieux, la dévisagea. Il sauta de la table avant que quiconque puisse l'arrêter et lui décocha une gifle brutale. Déséquilibrée, Tessa s'effondra lourdement sur le sol. La poussière tourbillonna autour d'elle comme des esprits moqueurs. Le sang perla à ses lèvres, mais elle ne pleura pas. Elle appuya une main sur le plancher éclaté et se releva, essuyant la terre et le sang de sa bouche avec le revers de sa manche. La salle se tut, non par respect, mais dans l'expectative. Dans un coin sombre se tenait Bo Dylan. Il était grand, les épaules larges et immobiles, malgré le plâtre improvisé qui entourait sa jambe droite. Une canne sculptée reposait contre le banc à ses pieds. Quand il se leva, l'atmosphère de la pièce changea. Les hommes se redressèrent, les verres de whisky s'arrêtèrent à mi-chemin de leurs lèvres. Il se déplaça sans bruit, comme un roc qui trouve sa place, et s'arrêta si près d'elle qu'on pouvait sentir l'éclat de ses yeux et la fermeté de sa mâchoire. Combien? Demanda-t-il, la voix basse et égale. Tous les regards se tournèrent vers Hank. Essoufflé par son coup, celui-ci recula. Il ricana, essuyant la salive au coin de ses lèvres. Toi, un éleveur estropié qui vit seul là-bas, tu crois que cette pouliche sauvage fera bouillir tes haricots avant de t'ennuyer à mourir? Bo ne cligna pas des yeux. Il plongea la main dans une sacoche en cuir usée à sa ceinture. La sacoche s'ouvrit avec un claquement sec, puis le cliquetis net de pièces d'argent résonna sur la table, passant entre les bottes pleines de whisky et les chopes vides, jusqu'à s'arrêter devant les mains sales de Hank. « Je ne veux pas de quelqu'un de facile à posséder, dit-il. Je veux quelqu'un qui a le feu en elle. » Le temps ralentit.
Un rire s'éteignit dans un souffle. Pour une fois, l'animosité se tut. Beau s'accroupit et coupa les cordes qui liaient les poignets de Tessa. Il l'aida à se relever, la soutenant d'une main ferme sur son coude. Ils se firent face au centre du saloon. Elle ne sourit pas. Elle ne parut pas reconnaissante, mais ses yeux brillaient d'une sorte de reconnaissance, un tison ravivé dans les cendres. Il ne lui demanda pas son nom. Elle ne le lui donna pas. Il la guida simplement à travers la foule, dépassant les tables où les hommes murmuraient encore. Personne ne parla. Certains grimaçaient, d'autres regardaient, incertains. Alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit, Tessa leva encore plus haut le menton, le vin attrapant quelques mèches rebelles de ses cheveux sombres. Elle marchait sans un regard en arrière pour les portes battantes du saloon, où les rires et les jurons avaient rempli les murs un instant plus tôt. Derrière elle, à ses côtés, Beau suivait. Il ne parlait pas. Il portait une lanterne dont la lumière était stable dans l'obscurité, mais ses yeux étaient posés sur elle, la femme qui refusait de plier. Et même si elle ne l'aurait jamais dit, quelque chose en Tessa sentit un changement, la conscience que peut-être cet homme, lui aussi, vivait selon ses propres règles et ne lui demanderait pas de taire les siennes. Alors, elle marcha dans la nuit, aux côtés d'un étranger qui avait vu sa tempête intérieure et lui avait offert quelque chose que ni le dressage ni la propriété ne pouvaient fournir, le choix. Le chariot grinça dans le dernier virage du sentier poussiéreux, alors que le crépuscule drapait les plaines de son silence. Tessa était assise droite à côté de Beau, les bras croisés, la mâchoire serrée. Bien que libérée de ses liens, le poids de l'humiliation s'accrochait encore à elle comme la poussière à ses bottes. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils avaient quitté Red Hollow, ni demandé où ils allaient. Le ranch de Beau se dressait au bord d'une crête peu profonde, une modeste étendue de terre bordée de clôtures de corral et d'une grange usée par le temps, affaissée à une extrémité. Sa maison était simple, 2 pièces et un grenier, réparé avec soin, mais dépourvu de tout confort superflu. Il arrêta le chariot, descendit lentement avec l'aide de sa canne, puis se tourna pour lui offrir sa main. Elle l'ignora, sauta à terre d'elle-même et le suivit sans un mot vers la maison. À l'intérieur, cela sentait la fumée de cèdre et le vieux cuir. Il lui montra le grenier d'un simple geste. Une échelle en bois menait à un espace bas de plafond au-dessus de la pièce principale. Le lit est fait. Il y a une serviette propre près de la bassine, dit-il d'un ton bourru. Puis, sans attendre de remerciements, il se retourna et sortit, la laissant seule avec le bruit du vent et sa propre respiration. Cette nuit-là, Tessa ne pleura pas. Elle resta allongée sur le matelas rigide, fixant les chevrons, écoutant les chevaux s'agiter dans la grange. Elle était habituée aux toits étrangers, aux planchers froids, aux hommes aux mains rudes et aux paroles cruelles. Celui-ci était différent. Trop calme, trop propre, suspect. Au lever du jour, avant que le soleil ne se lève, elle était déjà debout. Elle puisa de l'eau à la pompe, attisa le poêle et commença à balayer le porche. Personne ne le lui avait demandé. Elle savait simplement qu'il ne fallait pas laisser les choses en suspens dans la maison d'un autre. Quand Beau ouvrit la porte, boitant vers la grange, elle avait déjà mis de l'eau à bouillir pour le café et était en train de nettoyer une selle près de la clôture. Il s'arrêta, observant la scène, puis s'approcha
et déposa quelque chose sur la rampe du porche, une paire de gants en cuir doux et usés, assez petits pour ses mains. Ne travaillez pas comme si vous cachiez un crime, dit-il sans méchanceté. Travaillez comme si votre place était ici. Tessa prit les gants. Elle ne dit rien, mais quelque chose dans ses yeux changea, une minuscule fissure dans les murs qu'elle avait si soigneusement bâtis. Cet après-midi-là, alors qu'elle fendait du bois près du hangar, elle le surprit en train de la regarder. Pas en la jugeant, juste en la regardant. Son geste était précis. Elle avait fait des travaux plus durs, plus sales. Fendre du bois était presque une douceur. Beau retourna à sa chaise près du feu, sa canne appuyée contre l'âtre. Elle lui apporta du café. Il leva les yeux, surpris. Quand? Demanda-t-il. Elle haussa les épaules. Vous m'avez payé. Sa mâchoire se crispa. J'ai payé pour vous éloigner de McCord, pas pour vous posséder. Pour la plupart des gens, c'est la même chose. Pas pour moi. Le silence remplit de nouveau la pièce, mais ce n'était plus un silence froid. Cette nuit-là, Tessa, allongée dans le grenier, écouta de nouveau. Pas le danger. Juste lui, le bruit de Beau qui bougeait en bas, le gémissement du feu qui se tassait, le murmure tranquille du vent dehors. Elle ne lui faisait pas confiance, pas encore, mais elle n'avait plus peur de lui. Et pour une fille qui avait passé sa vie à se battre pour chaque souffle et chaque centimètre d'espace, c'était un commencement. Le vent balayait régulièrement la crête qui encadrait le ranch, faisant murmurer la sauge sèche le long des clôtures. Tessa parcourait désormais la propriété chaque matin, les cheveux rentrés sous le vieux chapeau de Beau, les bottes poussiéreuses, la silhouette droite sur sa selle, comme si elle était née à cheval. Elle se déplaçait avec détermination, vérifiant les poteaux de clôture, distribuant le fourrage, sa voix calme et basse, tandis qu'elle menait le bétail vers le champ inférieur. Beau observait depuis le porche, sa canne sur les genoux, parlant peu mais remarquant tout. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à plonger derrière la colline, Beau boita vers la grange avec un seau dans une main et un licol dans l'autre. Tessa était en train de brosser l'un des plus jeunes chevaux quand elle entendit le bruit sourd, un son sec de chair contre la terre. Elle se retourna. Beau gisait maladroitement près de l'abreuvoir, jurant à voix basse, sa canne à plusieurs mètres de lui. Elle courut vers lui, s'accroupissant déjà. Ne bougez pas, grogna-t-il. Je ne vais nulle part. Sans attendre sa permission, elle glissa un bras derrière son dos, l'autre autour de sa taille. Allez, murmura-t-elle en le soulevant. Vous êtes plus lourd que vous en avez l'air. J'ai l'air lourd, râla-t-il, mais il la laissa l'aider. La progression était lente. Son torse pressé contre son dos, elle le porta à moitié, le traîna à moitié vers la maison. Aucun d'eux ne parla, mais tous deux étaient parfaitement conscients de leur proximité, de la façon dont la frontière entre la nécessité et autre chose vacillait. Quand ils atteignirent les marches, elle le fit asseoir un peu trop vite. Sa jambe heurta le bord du banc avec un bruit sourd. Il grimaça, serrant les dents. Désolé, dit-elle, son regard s'élevant puis s'écartant rapidement. Pas cassé, répondit-il, la voix tendue. Juste un orgueil froissé. Elle se retourna et entra dans la maison, sans attendre davantage. Derrière elle, Beau observait le balancement de ses épaules et la façon dont la lumière du soir se prenait dans ses cheveux. Il eut un petit rire surpris. Mignonne,
pensa-t-il. Le mot ne lui était jamais venu à l'esprit à propos de Tessa jusqu'à présent. Le lendemain matin, elle trouva une note à côté de son assiette. Tessa, les mangeoires sont basses. Vérifie la clôture nord. Son nom, pas la fille, pas vous, juste Tessa. Elle toucha le papier du bout des doigts avant de le glisser dans son tablier. Ce soir-là, une fois les corvées terminées et la lanterne brillant faiblement, elle s'assit en face de Beau près du feu. Il lui versa une tasse de café en fer blanc et ils restèrent silencieux un moment. Puis, doucement, comme si elle pesait chaque mot, elle dit « Mes parents ont été tués quand j'avais 8 ans. Je l'ai vu. » Beau la regarda, sans rien dire. « C'étaient des colons, » continua-t-elle. « Trop fiers, trop confiants. Une nuit, des hommes sont venus, ont dit qu'ils voulaient de l'eau. Mon père les a laissés entrer. » Sa voix ne se brisa pas. Elle était stable, durement acquise. J'ai regardé depuis le dessous du plancher. Ils ont brûlé la maison, pris ce qu'ils voulaient. J'ai été retrouvé des jours plus tard par un palefrenier d'un autre ranch. Il a d'abord cru que j'étais un garçon. Ça n'avait pas d'importance. Ils m'ont mis au travail. Un travail dur. Un travail de sang. Le genre de travail qui vous fait oublier votre propre nom. Yes. Le feu crépita. Elle leva les yeux. Ses yeux étaient secs, féroces. J'ai arrêté de pleurer cette année-là. J'ai décidé que si personne n'allait me protéger, je devais devenir le genre de fille que personne ne pourrait briser. Les yeux de Beau rencontrèrent les siens, profonds, immobiles, mais pas froids. Il ne lui offrit aucun réconfort. Il ne la plaignit pas. À la place, il hocha simplement la tête. Et pour Tessa, c'était plus que suffisant. Les dernières traces de l'hiver s'accrochaient aux collines du nord, mais le sol près du porche avait commencé à s'adoucir. Un silence flottait dans l'air matinal, empli de l'odeur de la terre dégelée et de la fumée de bois. Tessa était agenouillée sous les marches du porche, les manches retroussées, les doigts creusant la terre froide. Elle se déplaçait avec une sorte de respect silencieux, plantant de petites racines et des graines avec le soin de quelqu'un qui reconstruit quelque chose d'invisible. Beau arriva au coin de la maison avec une botte de foin sur l'épaule. Il s'arrêta net en la voyant. « Vous plantez des patates là-dessous » demanda-t-il, la voix légère de surprise. Tessa leva les yeux, ses cheveux s'échappant de son lien, une tache de terre sur sa joue. « Non, » dit-elle, « juste quelques fleurs, des myosotis, de la lavande, des marguerites, si elles prennent. » Beau haussa un sourcil. « Je pensais que vous ne faisiez pousser que des choses qui remplissent le ventre. » Tessa sourit, un sourire petit mais sincère. « Les fleurs poussent sur la pierre si elles ont assez d'eau. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste d'un lopin de terre qui n'essaie pas de me recracher. » Beau resta immobile, la regardant. Il y avait quelque chose dans sa voix, pas de l'amertume, pas vraiment de l'espoir, quelque chose de calme et de persistant, comme les fleurs elles-mêmes. « Ma mère, » poursuivit Tessa en essuyant la terre de ses paumes, « elle aimait planter. Elle disait « Chaque fleur est une lettre de la terre. » Après sa mort et mon enlèvement, je n'ai plus jamais eu de terre à moi. Je ne suis jamais restée assez longtemps pour faire pousser quoi que ce soit. Elle appuya ses mains sur ses genoux et se releva. Jusqu'à maintenant, je suppose. Beau ne dit rien. Il hocha lentement la tête,
puis se retourna vers la maison. Plus tard dans la soirée, quand Tessa rentra après avoir arrosé le rosier, elle trouva un petit paquet enveloppé dans une serviette en lin placé au centre de la table. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une vieille enveloppe en papier, décolorée et jaunie par le temps. L'écriture était floue, mais le mot graine était encore lisible. Elle leva les yeux alors que Beau entrait, accrochant son chapeau au crochet. « C'est à vous ?» demanda-t-elle. « C'était à ma mère, » dit-il simplement. Elle gardait des graines chaque printemps, disait qu'un jour, elle les planterait quand la maison serait prête. Les doigts de Tessa se refermèrent sur le paquet fragile. « Pourquoi me les donner ?» Beau la regarda, de ce regard calme et indéchiffrable qu'elle avait appris à connaître. Parce que peut-être que la maison est enfin prête, ou peut-être qu'elle avait juste besoin de quelqu'un qui sache ce que valent les fleurs. Elle ne répondit pas, pressant seulement doucement le paquet contre sa poitrine. Cette nuit-là, aucun d'eux n'en parla davantage, mais quelque chose de doux s'était installé entre eux, une chaleur qui ne venait pas du feu, une sorte de promesse sans parole. Dans un endroit où rien n'avait poussé auparavant, quelque chose avait commencé à fleurir. Le vent se leva du sud ce matin-là, charriant l'odeur de la sauge et l'âcreté de la poussière. Beau fendait du bois près de la grange quand il aperçut la silhouette qui montait le chemin principal. Un homme en costume gris, trop élégant pour ses collines, ses bottes noires cirées, le visage rasé de près sous un chapeau melon. L'homme descendit de cheval comme s'il possédait la terre et se dirigea droit vers le porche, une sacoche à la main. Beau s'essuya le front, posa la hache et boita vers la maison. « Vous êtes Beau Dylan ?» lança l'homme. Beau hocha la tête, sa prise se resserrant sur sa canne. « Qui demande ?» L'homme afficha un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Thomas Whitfield, je suis de la First Land and Title Bank de Cheyenne. Je suis juste ici pour vérifier quelques propriétés foncières. Une vérification de routine. » Tessa sortit sur le porche, s'essuyant les mains avec un chiffon. Elle resta silencieuse, observant. Whitfield continua, sortant un document plié. « Nos registres montrent quelques incohérences dans votre acte de propriété. Ce n'est peut-être qu'une erreur administrative, mais je vais devoir voir l'original. » La mâchoire de Beau se contracta. Il savait que la terre était à lui, héritée de son père, mais il n'avait jamais été un homme de paperasse ou de petit caractère. « Je vais le chercher, » dit-il lentement en se tournant vers la maison. La voix de Tessa s'éleva, calme mais claire. « Puis-je voir ce qu'il a apporté d'abord ?» Whitfield cligna des yeux. « Ce ne sont que des affaires de banque, mademoiselle. »« Je sais lire, » répondit-elle, « et j'ai vu plus de quelques-uns de ces formulaires. » Elle descendit du porche, prit le papier qu'il lui tendait et le déplia. Son front se plissa tandis que ses yeux parcouraient les mots. Puis elle leva les yeux. « Vous n'êtes pas de la First Land and Title. Ils n'utilisent plus ce papier à en-tête. Ils ont changé il y a 3 ans. Et cette clause, ici, c'est un déclencheur de saisie. Si Beau signe quoi que ce soit en dessous, il perd sa terre dans les 60 jours, à moins qu'il ne rembourse un prêt qu'il n'a jamais contracté. » Le visage de Whitfield se raidit. « Écoutez-moi bien. »« Non, » l'interrompit-elle en pliant calmement le papier. « C'est vous qui allez écouter. J'ai vu des gens comme vous. Vous allez de ranch en difficulté en ranch en difficulté. Vous trouvez des gens qui ne savent pas lire et vous les trompez pour qu'ils abandonnent tout. Pas aujourd'hui. » Elle lui rendit le papier, la main ferme et stable. « Vous pouvez repartir.
et je vous suggère de le faire vite. Whitfield les foudroya du regard, puis ramassa sa sacoche avec un ricanement. Très bien, mais quand cet endroit fera faillite, et il le fera, ne venez pas dire que personne n'a essayé de vous aider. Il tourna les talons et s'éloigna au galop, soulevant un nuage de poussière derrière lui. Beau le regarda partir, puis se tourna vers Tessa. Comment saviez-vous tout ça? J'ai travaillé dans un ranch qui a tout perdu à cause d'hommes comme lui, dit-elle doucement. Je n'étais qu'une fille, mais je n'ai jamais oublié les mots qu'ils utilisaient. Beau hocha lentement la tête. Vous êtes plus perspicace que la plupart des hommes en costume que j'ai rencontrés. Tessa haussa les épaules, s'essuyant les mains sur son tablier. C'est drôle, les gens disaient que j'étais trop sauvage pour être éduqué, trop grande gueule pour apprendre. Il la regarda un long moment, quelque chose de profond vacillant derrière ses yeux. Puis, aussi doucement que la brise, alors c'étaient des imbéciles. Pendant un instant, aucun d'eux ne parla. Le ciel s'étendait immense au-dessus d'eux, le vent s'enroulant autour du porche comme une promesse murmurée. À l'intérieur de la maison, la bouilloire commença à siffler. Tessa se tourna pour y aller, ses pas légers. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Elle n'avait pas fait ça pour ça. Mais Beau la suivit à l'intérieur et, pour la première fois, il versa 2 tasses de café au lieu d'une. La lanterne vacillait doucement dans la cuisine de la cabane, projetant des teintes dorées sur la table en bois chaleureuse où 2 silhouettes étaient assises dans le calme du soir. Dehors, le vent du Wyoming soupirait à travers l'herbe et faisait vibrer les vieux volets. Mais à l'intérieur, il faisait chaud, non seulement grâce au poêle, mais aussi grâce à la présence de 2 personnes qui avaient lentement commencé à se rapprocher de quelque chose de plus que la simple convenance. Tessa était assise, droite, les manches retroussées jusqu'aux coudes, le visage concentré alors qu'elle tenait à jour le grand livre du ranch. Sa main se déplaçait avec assurance sur la page, notant les coups de fourrage, les réparations et les achats avec une précision surprenante. Un crayon était niché derrière son oreille et ses cheveux, habituellement indomptés, étaient attachés en une tresse lâche. Beau Dillon était assis en face d'elle. Ses longs doigts traçaient les symboles gravés dans un guide de marquage au fer relié en cuir. Sa voix, basse et régulière, rompit le silence. Celui-ci, dit-il en le désignant du doigt, c'est le Barty. Il appartenait à un ranch au sud de Casper, disparu maintenant. Tessa se pencha, examinant la marque. On dirait un marteau et un clou, il grogna. Une marque, c'est une histoire. Chacune de celles-ci a un passé. Certains sont bons, d'autres pleins de fantômes. Elle leva les yeux. Et que raconte la vôtre? Il soutint son regard un instant de trop, puis baissa les yeux. La mienne raconte l'histoire de Dillon, bâtie par les mains de mon père, brûlée par les miennes, et reconstruite lentement. Elle n'insista pas. Au lieu de ça, elle tourna une page du grand livre. Il vous manque 6 sacs de grains pour le mois prochain. Il faudra repasser commande. Il la regarda, légèrement amusé. On dirait une banquière. Peut-être dans une autre vie, murmura-t-elle. Une vie où j'aurais eu des chaussures assorties et où quelqu'un m'aurait lu des histoires avant de dormir. L'expression de Beau changea, s'adoucit. Vous êtes doué avec les chiffres. Ce n'est pas une qualité que beaucoup de gens ont appréciée, dit-elle sèchement. Une fois,
J'ai dit à un homme que son décompte de bétail était faux. Il m'a traité d'effronté et m'a jeté dehors sans me payer. Alors c'était un imbécile. Elle cligna des yeux, surprise par sa franchise. Beau se pencha en avant, les coudes sur la table. Vous m'avez plus aidé en 2 mois que 3 hommes engagés l'an dernier. Vous réparez les clôtures, vous dressez les chevaux, et vous empêchez cet endroit de tomber en ruine, et vous le faites sans jamais demander ce que vous y gagnez. Elle baissa les yeux, ses doigts immobiles sur le registre. Je ne demande jamais rien parce que je ne m'attends jamais à ce que quoi que ce soit dure. J'ai toujours pensé que si j'en apprenais assez, si je travaillais assez dur, quelqu'un finirait par me laisser rester. Mais ça n'est jamais arrivé. Il disait toujours que j'étais trop bruyante, trop sauvage, trop tout. Le regard de Beau se riva au sien, sérieux et stable. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes simplement plus que ce qu'il pouvait supporter. Un silence s'installa entre eux, non pas gênant, mais lourd de sens. Puis il reprit la parole, plus bas cette fois. Peut-être que les gens comme vous ne sont pas faits pour être gardés. Peut-être qu'ils sont faits pour être choisis. Elle leva lentement les yeux, son expression indéchiffrable. Choisis? Il hocha la tête une fois. Par quelqu'un qui vous voit entièrement, pas seulement les morceaux qui l'arrangent. Sa voix se brisa légèrement lorsqu'elle demanda « C'est ce que vous voyez ?» Il soutint son regard. « Je vois quelqu'un qui était né pour bien plus que ce que le monde lui a donné. » Une rougeur monta à ses joues et elle détourna le regard, ne sachant que dire. Après un instant, il ajouta avec un petit sourire hésitant. « Ça vous dérange si je vous appelle Tay ?» Elle se tourna de nouveau vers lui. « Tay ?»« C'est plus court, » dit-il en haussant légèrement les épaules. « Plus doux peut-être, et je me suis dit que vous méritiez un peu de douceur, pour une fois. » Elle eut un petit rire, un son surpris et discret. Personne n'a jamais raccourci mon nom avant. D'habitude, on se contente de le crier. Eh bien, dit-il en souriant, moi, je ne crie pas. Elle marqua une pause, scrutant son visage, puis hocha la tête. D'accord. T. Il tapota légèrement le registre. Vous avez oublié un chiffre sur la dernière ligne. Elle leva les yeux au ciel et se pencha de nouveau sur le livre, la rougeur toujours visible sur ses joues. Pas du tout. Si, dit-il, toujours souriant. Ils restèrent ainsi un moment, le feu crépitant, le vent de la prairie gémissant au loin, deux personnes à qui l'on n'avait jamais appris à appartenir, commençant lentement à trouver leur place. Et tandis qu'elle corrigeait la ligne dans le registre, Beau la regardait en silence, pensant que parfois, les personnes les plus fortes étaient celles qui avaient appris à traverser le feu et trouvaient encore la force de faire pousser des fleurs sauvages sur les cendres. Le matin était gris, d'un de ces silences qui pèsent lourd avant l'orage. La rosée s'accrochait à l'herbe comme de minuscules perles, et la brise était douce mais agitée. Tessa traversait lentement le pâturage, une sacoche en bandoulière, ses bottes humides de la brume matinale. Derrière elle, le ranch était immobile, la cheminée fumant faiblement, le moulin à vent grinçant au loin. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine, plié avec soin à côté de la tasse de café de Beau. 4 mots, écrits de sa petite écriture droite. Merci de m'avoir laissé survivre. Pas de tache de larmes. Pas d'adieu. Juste le genre de message laissé par quelqu'un qui n'a jamais espéré plus qu'un endroit chaud et le temps de reprendre son souffle. Tessa ne pleura pas en marchant. Ses yeux étaient secs,
sa respiration régulière, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Car même si elle se disait qu'il était temps de partir, qu'elle avait gagné sa place et rien de plus, son cœur avait commencé à prendre racine dans cette terre qu'elle avait autrefois jugée trop aride pour l'appeler son foyer. Elle atteignit un ruisseau peu profond au pied de la crête, l'eau scintillant comme du verre sur les pierres. Elle s'assit sur un rocher plat, posa sa sacoche et fixa le courant. Aucun son, hormis le chant des oiseaux et son propre battement de cœur. Puis, des sabots. Elle les entendit avant de le voir. Le cheval de Beau ralentit sur la crête au-dessus d'elle. Sa silhouette se découpant sur le ciel pâle était reconnaissable entre toutes. Grand, les épaules larges, un genou toujours raide sur sa selle. Il descendit lentement de cheval, grimaçant légèrement lorsque sa botte toucha le sol. Pendant une longue seconde, il resta là. Puis il marcha vers elle. Tessa resta assise, les bras croisés sur ses genoux, sans se retourner. Quand il fut assez proche pour voir le pli entre ses sourcils, il dit doucement « Tu es parti avant le petit déjeuner ». Elle ne répondit pas. Il regarda autour de lui, la sacoche, l'espace vide à côté d'elle, le silence brut qui flottait dans l'air. Puis il demanda « Tu crois que je t'ai engagé pour curer les stalles ?» Cette question la fit lever les yeux. « Je ne pense pas qu'on engage quelqu'un comme moi pour autre chose, » répondit-elle. « J'étais une source d'ennui en arrivant, un fardeau en restant. J'ai juste pensé qu'il était peut-être temps d'arrêter de faire semblant. » Semblant de quoi? Que tout ça était censé durer. Sa voix se cassa un peu, et elle se mordit la lèvre. Beau s'approcha. De la poche de son manteau, il sortit un morceau de tissu délavé, usé mais toujours soigneusement plié. Il le lui tendit. Tessa cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?»« Tu l'as laissé le premier jour, » dit-il. « Je l'ai trouvé sous l'escalier. J'aurais pu le jeter, mais je l'ai gardé. »« Pourquoi ?»« Parce que je me suis dit qu'un jour, » dit-il d'une voix basse et stable, « j'en aurais besoin pour te rappeler que ta place était ici. » Elle fixa le tissu. C'était le mouchoir de sa mère, brodé de petites fleurs bleues, une chose qu'elle avait transportée à travers chaque endroit, chaque épreuve, chaque matin difficile, une chose qu'elle croyait perdue. Ses lèvres tremblèrent. « Tu l'as gardé tout ce temps ?» Il hocha la tête une fois. « Parce qu'à partir du moment où tu es entré et que tu as tenu bon dans cette grange délabrée, j'ai su que tu n'étais pas de passage. Tu es le genre de femme autour de qui on bâtit un foyer, si on a la chance de la mériter. » Elle secoua la tête, le souffle court. « Je ne suis pas le genre de femme que les hommes gardent. »« Non, » dit-il doucement. « Tu es le genre de femme que les hommes suivent, s'ils en ont le cran. » Tessa se leva lentement. Le ruisseau murmurait à côté d'eux, le vent effleurant sa joue comme une question. Beau tendit la main. Il ne promit rien. Il ne supplia pas. Il offrit simplement, calme et stable, comme il le faisait avec les poulains sauvages, les outils cassés, avec chaque chose difficile qui exigeait de la patience. Tessa baissa les yeux sur ses doigts calleux, puis les leva vers son visage. Et lentement, sans un mot, elle posa sa main dans la sienne. Ses doigts étaient rudes, les siens aussi, mais ensemble, ils s'accordaient parfaitement. Il serra une fois, non pour retenir, non pour piéger, juste pour dire qu'il était là. Elle ne pleura pas encore. Mais à cet instant, près du ruisseau et des rochers, sous le ciel qui virait alors au-dessus d'eux, elle sut. Elle n'était plus seulement en train de survivre, elle commençait à vivre. L'été arriva avec sa poussière dorée et le bourdonnement des abeilles, et Wildflower Ridge était en pleine floraison.
Le ranch n'était plus un endroit calme et à moitié oublié, niché contre les collines. Il pulsait de vie. Le bétail paissait paresseusement dans de vastes pâturages. Les clôtures étaient hautes et solides, et le jardin derrière la cabane débordait de couleurs. Lavande, myosotis et marguerites ondulaient dans la chaleur, leurs parfums flottant dans le vent. Tessa parcourait la ligne de clôture chaque matin, son chapeau baissé et sa tresse se balançant derrière elle. Elle aboyait des ordres, réparait les brèches, sortait les veaux des pièges épineux et, à midi, revenait avec de la poussière sur ses bottes et une étincelle dans les yeux. Les gars de la ville avaient commencé à l'appeler Mademoiselle Tess, qui chevauche comme le tonnerre, bien qu'aucun d'eux ne pût la suivre en selle. Elle n'aidait plus seulement Beau. Elle dirigeait le ranch avec lui. Ils ne firent jamais d'annonce, ils n'en eurent jamais besoin. Mais la façon dont elle marchait à ses côtés au magasin général, sa main effleurant la sienne, la façon dont il lui passait les outils sans demander, la façon dont elle lui tendait son café chaque lever de soleil avec le sourire tranquille de quelqu'un qui avait fait la paix avec elle-même, tout était clair comme de l'eau de roche. Par une chaude soirée, alors que les grillons chantaient et que le soleil déclinait comme une pièce d'or à l'ouest, Beau sella son cheval et la siffla. Elle le rejoignit devant la grange, curieuse. Tu as l'intention de t'enfuir? Seulement si tu viens avec moi. Elle haussa un sourcil. Où allons-nous? Tu verras bien. Ils chevauchèrent côte à côte, les sabots soulevant de doux nuages de poussière. Le sentier serpentait au-delà du champ sud, par-dessus la petite crête où les fleurs sauvages poussaient le plus dru au printemps. C'était l'idée de Tessa d'y semer des graines. Le sol était rocheux, la colline à moitié stérile, mais elle disait qu'elle méritait quelque chose de beau. Maintenant, dans la lumière dorée du crépuscule, cette colline était un brasier de couleurs. Beau mit pied à terre et attacha son cheval. Elle fit de même. Ensemble, ils gravirent la dernière pente à pied, leurs bottes écrasant les pétales sauvages. Au sommet, ils restèrent en silence. Les fleurs leur effleuraient les genoux. Le vent passait à travers elles comme un hymne. Au loin, le ranch reposait, calme et doré, en sécurité sous leur garde commune. Beau s'éclaircit la gorge. Tu as dit un jour que les fleurs pouvaient pousser sur la roche. Tessa se tourna, curieuse. Ah oui? Il la regarda, calme et stable. Ça m'a fait réfléchir. Si les fleurs peuvent pousser sur la pierre, peut-être que l'amour le peut aussi. Elle ne parla pas, se contentant de le regarder, chaque mur à l'intérieur d'elle, tremblant, mais sans s'effondrer. Beau prit une lente inspiration. Où est-ce que ça pousse, Tess? L'amour, je veux dire. Elle cligna des yeux, puis sourit doucement, un sourire plein de tout ce qu'elle avait été et de tout ce qu'elle était devenue. Chez les gens, dit-elle, qui n'ont pas peur de leurs origines, même quand ça a fait mal. Son regard se baissa un instant, puis il plongea la main dans la poche de son manteau. Il en sortit un morceau de cuir, usé, courbé par le temps. C'était la vieille reine de cheval qu'il portait depuis son enfance, la première qu'il avait gravée, et au centre, une seule lettre y était brûlée. T. Je n'ai pas de bague, dit-il. Je n'ai jamais pensé en avoir besoin. Il s'approcha et la lui tendit. Mais ceci m'a suivi plus longtemps que n'importe quel homme ou femme, à travers la guerre, les tempêtes. C'est la seule chose à laquelle j'ai jamais fait confiance pour tenir bon. Tessa fixa la lanière de cuir. Sa gorge se serra. Je veux que ça te suive maintenant, dit Beau, si tu veux bien. Elle ne répondit pas tout de suite,
se contentant de tendre la main, ses doigts calleux et hâlés par le soleil effleurant les siens. Elle prit le cuir, le passa doucement autour de son poignet, puis croisa son regard. Tu n'as pas essayé de m'apprivoiser, murmura-t-elle. Non, dit-il, tu n'es pas une chose à apprivoiser. Tu es juste resté à mes côtés. Il hocha la tête. C'est la seule façon que je conçoive, dit-il. À tes côtés, toujours. Ils restèrent ainsi longtemps après que le soleil fut passé derrière la crête. Pas de vœux, pas de prêtre, juste des fleurs, le vent et deux âmes qui avaient cessé de fuir. À partir de ce jour, les gens n'appelèrent plus cet endroit le Dillon Ranch. Ils l'appelèrent Wildflower Ridge, la crête aux fleurs sauvages, pas seulement pour les fleurs, mais pour la femme qui les faisait pousser. Tessa chevaucha aux côtés de Beau chaque jour qui suivit, à travers la tempête, le soleil, chaque clôture brisée et chaque naissance dans la grange. Et quand des étrangers venaient demander qui dirigeait l'endroit, les gens du village disaient « C'est elle ». La fille qu'aucun homme ne pouvait retenir. Mais quelqu'un l'a fait? Non, répondait-il en souriant. Quelqu'un l'a choisie et elle l'a choisi en retour. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez senti la poussière dans le vent, le feu dans son regard, et la force tranquille d'un homme qui a choisi non pas de dompter, mais de se tenir à ses côtés, alors vous êtes au bon endroit. Chez Histoire d'amour du Far West, nous vous racontons des amours qui naissent sur les terres les plus arides, des histoires où les cœurs guérissent, où des femmes fortes et des hommes silencieux trouvent quelque chose à quoi s'accrocher, et où même les âmes les plus sauvages trouvent un foyer. Alors, si vous croyez en ce genre d'amour, celui pour lequel on se bat, celui aux côtés duquel on chevauche, abonnez-vous, aimez et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore en la romance, la vraie, la brute. Et souvenez-vous, ici, dans l'Ouest, l'amour n'a jamais été docile. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer un battement de cœur de Histoire d'amour du Far West.